Donc, je suis Morgana Herrera, je suis actuellement à TER à l'Université Sorbonne Nouvelle au département d'études ibériques et latino-américaines et j'ai fait une thèse sur l'Amazonie péruvienne. Alors, ma thèse s'appelle Ahora le toca la selva, intellectuelle, Amazonie et péruvianité, autour du 4e centenaire de la découverte de l'Amazone de 1942. Et elle a été soutenue par Zoom à l'Université de Toulouse Jean Jaurès, sous la direction de Sonia Rose et avec une codirection à l'Université de Nanterre de Catherine Neyman, le 1er décembre 2020. Donc c'est tout frais, c'est parfait. J'aime bien quand on interroge comme ça de jeunes docteurs. Il n'y a pas encore trop de distorsion dans leur mémoire. Alors avant qu'on en vienne au sujet de la thèse, le pourquoi de son choix, etc., j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de votre parcours. Alors est-ce que vous êtes une hispaniste, tout ce qu'il y a d'ordinaire avec une licence, un master 1, un master 2 ? Ou est-ce que vous avez eu des à côté, vous avez fait des choses intéressantes, plus intéressantes que la moyenne? Alors, je trouve que mon parcours d'hispaniste est intéressant, mais très classique. En effet, donc prépa, ENS, licence, master. La seule chose peut-être un peu plus exotique, c'est qu'entre mon master 1 et mon master 2, j'ai pris une année de césure pour faire des stages. Je me suis rendu compte que je n'aimais pas du tout la vie de bureau et je préférais être enseignante-chercheur. Et j'ai aussi fait un diplôme de langue et civilisation quechua à l'INALCO, puisque pour mon année de régation, j'ai découvert la linguistique et l'espagnol péruvien, qui est l'espagnol que je parlais, et l'influence du quechua sur cet espagnol-là. Donc, je me suis inscrite en quechua et voilà, c'est le seul pas de côté d'un parcours sinon très classique. Bon, alors, entrons un petit peu dans les détails quand même de ce parcours très classique avec un pas de côté. Parlez-nous d'abord des sujets du mémoire de Master 1 et de Master 2. Ça portait sur quoi? Alors, le Master 1, j'ai travaillé sur... je voulais travailler sur El Inca Garcilaso de la Vega, qui est un peu un sujet tarte à la crème, puisque bon, je commençais ma carrière de chercheuse, donc je ne savais pas qu'il fallait trouver des lacunes dans la recherche. Et heureusement, donc c'est là où j'ai été mise en contact avec Sonia Rose, qui est donc spécialiste d'histoire coloniale. Et c'est elle qui m'a dit que je devais avoir un sujet beaucoup plus précis et qui m'a indiqué que un des thèmes qui n'avait pas été traité pour Alinka Garcilaso, c'était le sujet de sa réception. Donc pour le Master 1, j'ai travaillé sur la réception de, des commentaires royaux des Incas au début du XXe chez un intellectuel péruvien qui s'appelle José Larriba Agüero. Et ce qui m'a intéressé, disons, dans son mémoire, c'est comment El Inca Garcilaso a été utilisé à ce moment-là, mis en avant à ce moment-là comme un symbole de la péruvianité. Et c'est cette thématique-là de l'identité nationale qui m'intéressait. Et de fil en aiguille, alors j'en suis arrivée à pourquoi l'Amazonie ne fait pas partie de cette identité nationale, donc un peu l'opposé d'El Inca Garcilaso, qui est un icône. Pourquoi cette absence? Et donc pour mon Master 2, je suis tombée sur un chapitre de l'essai de Victor Andrés Belaunde, qui est un autre intellectuel péruvien de la première moitié du XXe siècle, un essai qui s'appelle Peruanidad, où il y avait un chapitre qui s'appelait La Peruanidad de la Amazonia. Et donc, je me suis demandé pourquoi ce chapitre, d'où ça venait. Et j'ai découvert que c'était un discours qu'avait écrit Victor Andrés Belaunde pour les 400 ans de la découverte de l'Amazonie. Donc, j'ai fait mon mémoire de Master 2 en France, donc je ne pouvais pas aller consulter des sources au Pérou. Et je me suis concentrée pour ce mémoire de Master 2 sur cette commémoration du point de vue des écrits des intellectuels péruviens les plus connus auxquels j'avais accès ici en France. Et donc, je crois que le titre de mon mémoire Master 2, c'était Nuestro Amazonas. J'ai oublié la suite, mais c'était en gros la commémoration du 4e centenaire de la découverte de l'Amazone, qui a été mon point de départ pour la thèse. Voilà, on voit bien la continuité entre le Master 2 et la thèse. Et alors, donc on va revenir presque avant. D'où vous vient ce goût pour le Pérou, pour l'Amazonie? Est-ce que c'est au cours de vos études que vous avez eu, vous avez parlé de Sonia Rose, est-ce que vous avez eu un très bon cours ou est-ce que c'est des lectures personnelles que vous avez faites? Comment c'est venu? Alors, je suis franco-péruvienne, donc j'ai grandi au Pérou. Ma paternelle est péruvienne, donc c'était un choix dès le master de travailler sur le Pérou parce que ça faisait un moment que j'habitais en France et j'avais un peu cette peur de plus être reliée à mon autre pays. Donc,
je voulais m'y intéresser autrement que par des simples raisons biographiques. Enfin, je ne sais pas comment dire autrement. Et c'était important pour moi en fait, de faire un métier où je puisse y retourner souvent, avoir un prétexte pour y retourner, voilà, rendre visite à ma famille, à mes amis d'enfance. Donc, c'était tout simplement ça. Et l'Amazonie, plus spécifiquement, je crois que c'est pendant que j'ai fait mon année de césure entre mon master 1 et mon master 2, je suis retournée au Pérou faire un stage à l'Alliance française. Et je n'avais jamais vécu à Lima étant adulte, j'avais vécu que jusqu'à mes 15 ans. Et là, j'y retournais plus indépendante, plus sûre de moi. Je circulais plus dans la ville, je découvrais plus en fait cette ville qui était celle de mon enfance. Et je me suis rendu compte qu'il y avait tout un mouvement de revalorisation de l'Amazonie à cette époque, notamment par le biais de l'art, par le biais d'expositions, mais aussi, ça je l'ai raconté au début de ma soutenance, mais les plats en fait, dans la gastronomie qui étaient servis dans les restaurants à Lima, tout d'un coup, il y avait des produits amazoniens qui avant n'existaient pas du tout. Ouais. Et ça m'a un peu fait réfléchir. Je me suis dit, mais pourquoi moi, une jeune femme qui avait grandi dans les années 90-2000 à Lima, j'avais jamais vu l'Amazonie alors que c'est les trois quarts de mon pays. Et je voulais trouver un prétexte pour aller en Amazonie. Et n'étant pas anthropologue, c'est plus difficile de trouver des sujets en fait de thèse ou de mémoire portant sur l'Amazonie. Bon, alors maintenant, parlez-nous de la thèse, même si vous l'avez en grande partie fait, y compris avec les raisons personnelles. Pourquoi vous avez posé le sujet de cette façon-là? Quel corpus vous avez utilisé? Quel corpus, je dis au pluriel, hein? Et puis finalement, qu'est-ce que vous avez l'impression d'avoir trouvé, d'avoir démontré? Mmh. Alors, donc, je suis partie de cet essai dont je vous parlais au début sur Peruanidad et Amazonia. Donc, le fil conducteur, c'était vraiment ça. C'est pourquoi la péruvianité se construit sans l'Amazonie. Et en réalité, elle se construit par moments avec l'Amazonie. C'est ça que j'ai découvert, c'est ça que j'ai démontré euh, dans ma thèse. Enfin, d'autres l'avaient dit avant moi, mais à cette époque, je ne le savais pas. Euh, et ce qui m'a intéressé, c'était le discours des intellectuels sur l'Amazonie. Surtout les intellectuels qui se posent la question de qu'est-ce que c'est que la péruvianité, quand est-ce qu'ils parlent l'Amazonie et pourquoi. Donc voilà, ce que j'ai un peu démontré, c'est que cette commémoration que j'étudie, les commémorations, c'est pratique pour étudier les discours sur l'identité nationale, puisque c'est une mise en scène de qu'est-ce qu'on veut célébrer de la nation. Et donc, j'ai découvert que cette commémoration de la découverte de l'Amazone avait été célébrée une seule fois au Pérou, en 1942, n'avait pas eu en 1842, par exemple. Et j'ai découvert que c'était parce qu'il y avait un conflit avec les frontières amazoniennes par rapport à l'Équateur. Donc, il y avait ce nationalisme qui exaltait l'Amazonie à ce moment-là. Il fallait absolument prouver que l'Amazonie était bien péruvienne. Donc, j'ai travaillé sur tous les discours, la presse, les livres qui se publient à ce moment-là, puisque une commémoration, c'est aussi des moments de publication d'ouvrages de toutes sortes, hein, scientifiques, anthropologiques et même littéraires. Donc, j'ai aussi tout un pan de ma thèse qui s'intéresse à pourquoi est-ce qu'on publie la littérature amazonienne à ce moment-là. Et j'ai aussi beaucoup travaillé sur un corpus d'auteurs amazoniens, intellectuels amazoniens. Ça, c'est ce que j'ai découvert pour ma thèse lorsque j'ai fait des terrains. Parce que pour mon mémoire, je m'en étais tenue à des ouvrages que l'on pouvait trouver ici, mais pour ma thèse, j'ai découvert toute une mouvance en fait en Amazonie. Et donc, un des grands pans de ma thèse, c'est aussi voir comment se construit un régionalisme amazonien à cette occasion, que ce soit par le biais notamment de compilations d'œuvres de mythes et de tradition orale, pardon, puisque les années 40, qui est ma période, c'est aussi une période d'institutionnalisation du folklore au Pérou. Donc, de nombreux auteurs amazoniens vont profiter de cet élan national envers le vernaculaire pour faire de l'entrisme, je dirais, avec de l'Amazonie. Et donc, j'ai aussi travaillé beaucoup sur ce type de corpus, de compilation de mythes et légendes de tradition orale, mais aussi des revues qui se publient en Amazonie dans ces années-là. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Et Oui. alors, en 1942, on la représente comment, cette Amazonie, aussi bien côté Lima que côté ces fameux intellectuels à travers les revues, les discours littéraires que vous avez trouvés? Alors, du côté de Lima, c'est vraiment une mise en scène de la réussite de la conquête de cet espace, hein, puisque Ouais. l'Amazonie, historiquement, c'est l'espace qui a intégré tardivement à l'État-nation. C'est pour ça qu'il y a d'ailleurs un conflit avec les frontières équatoriennes, c'est que c'est des frontières mal définies. Donc, c'est vraiment le récit de comment
comment les Péruviens, avec des anachronismes, puisque les historiens en 1942 vont parler de Péruviens pour parler de Francisco Pizarro et de la conquête en fait à l'époque espagnole. Donc comment les Péruviens ont conquis ce territoire, l'ont domestiqué par des routes, par l'infrastructure étatique, par l'Église évidemment. Donc c'est tout ce discours de la conquête qui est un discours assez classique. Du côté amazonien, il y a aussi cette rhétorique, une fierté en fait d'appartenir à cet ensemble national, mais aussi une revendication de on ne nous entend pas assez. D'où le titre de ma thèse d'ailleurs, Ahora le toca la selva, c'est la revendication de nous aussi on fait partie du Pérou, donc on va entendre nos discours, ce qu'on pense de notre identité amazonienne et péruvienne, puisque je précise que j'ai travaillé sur des auteurs qui sont métis, qui viennent des villes, qui parlent espagnol et pas des intellectuels indigènes. Donc, dans les années 40, il n'y a pas cette revendication-là. Il y a vraiment l'envie de faire partie de cet État-nation avec une particularité amazonienne où l'on va notamment louer le fait que ce sont des travailleurs qui ont été abandonnés par l'État et qui ont du coup fait des chemins dans la forêt. Littéralement, il y a cette métaphore de construire des chemins dans la forêt, mais tout seul, sans aucune aide, ou alors par une entraide amazonienne, mais sans l'aide du gouvernement central. Donc, il y a un peu cette rhétorique-là. Bien, et alors, à part le rôle qu'ont joué vos directrices de thèse, est-ce que, d'ailleurs, vous pourrez nous expliquer, le cas échéant, hein, comment on fait une co-direction? Est-ce qu'on se tourne tantôt vers l'une pour certains sujets, vers l'autre pour d'autres sujets? À part L2, est-ce qu'il y a des gens qui ont joué un rôle important dans ce travail? Oui. Alors, pour la co-direction, en fait, dans la continuité de mon master, où j'avais été dirigée déjà par Sonia Rose, qui, elle, était spécialiste d'Alencar Garcilaso et tout ça, je savais qu'il fallait pour la thèse quelqu'un que je connaissais, en qui j'avais confiance, par le récit d'autres doctorants, de mauvaises surprises qu'on peut avoir quand on choisit quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et vice-versa, d'ailleurs, il faut que notre directeur ait confiance en nous. Donc, Sonia Rose voulait continuer de me diriger. Elle a tout un pan de sa recherche sur les constructions également de la péruvianité et les discours intellectuels. Donc, ça l'intéressait, même si la période ou l'ère géographique n'était pas forcément celle qu'elle maîtrisait. Et donc, c'est justement pour avoir aussi un regard sur cette zone géographique qui est la spécialité de Catherine Eman que je lui ai demandé si elle était intéressée de me co-diriger. Comme elles avaient été collègues à Toulouse et qu'elles s'entendaient bien, ce qui était aussi, je pense, une condition fondamentale pour une bonne co-direction. Voilà, ça s'est en effet très bien passé entre elles et entre nous. Donc je pense que c'était un atout d'avoir cette co-direction et une double correction au moment de l'impression. Et quant aux figures qui n'ont... disons, j'ai presque des directeurs et directrices de cœur de cette thèse. Mes pages de remerciements font 2 pages. Voilà, et elles sont très émotives parce que j'ai vraiment été aidée par plein de personnes. Mais si je dois penser à une influence en particulier, j'ai rencontré dès mon premier terrain de thèse, un artiste amazonien péruvien contemporain qui s'appelle Christian Bendayan et qui fait l'effort depuis des années de compiler des informations sur tout type d'archives artistiques sur l'Amazonie. Et donc, en fait, son bureau, c'est devenu pour moi comme une archive à Lima de comment s'est construit l'art amazonien, quels discours, depuis les arts plastiques, ont été construits sur l'Amazonie. Et donc, il m'a donné beaucoup d'informations. C'est quelqu'un qui veut partager en fait ces archives non institutionnelles, qui sont des archives vraiment accumulées au fil des années. Donc, c'est une mine d'informations. Et lui, il m'a aussi fait rencontrer ma deuxième directrice de cœur, je dirais, qui est une historienne d'art qui s'appelle Juliana Vidarte, avec qui il a fait beaucoup d'expositions aussi. Et donc, elle avait un profil plus recherche. Et voilà, on s'est très bien entendus. On a fait beaucoup de manifestations ensemble ensuite. Et je pense que ça a compté pour ma thèse. Et finalement, c'est aussi un petit peu anecdotique, mais je pense que sans mon compagnon, j'aurais baissé les bras plus d'une fois. Donc, ouais. C'est loin d'être anecdotique, ces questions personnelles. Bon, alors justement, c'est ce que j'allais vous dire. Un sujet comme ça ne doit pas être de tout repos.
Et ça doit être vraiment exigeant pour trouver des documents, rencontrer des gens et compagnie. Donc, parlez-nous un petit peu plus concrètement des difficultés que vous avez croisées. Et alors que ce soit des difficultés effectivement spécifiques à votre sujet ou des difficultés plus générales. Et puis, quelles sont les solutions que vous avez trouvées pour les dépasser? Alors, en difficulté de mon sujet, je le dis dans mon intro, je prends la citation d'un historien qui s'appelle François Bignon, qui a aussi travaillé sur l'Amazonie. Il a organisé un séminaire qui s'appelait Histoire amazonienne à Lima en 2017. Et il a ouvert le séminaire en disant « Il n'y a pas d'archives de l'Amazonie péruvienne ». Donc ça, je dirais que c'est la principale difficulté. C'est pour ça que c'est un espace qui a été peu traité depuis l'histoire, contrairement à l'anthropologie, par exemple. C'est cette question de l'archive, que ce soit pour des raisons purement matérielles. Quand on consulte, par exemple, la presse régionale dans les bibliothèques, une des rares bibliothèques qui existent en Amazonie péruvienne, elle se détruit sous nos doigts, donc c'est extrêmement frustrant. On se sent responsable en fait de détruire de l'archive, en même temps on en a besoin, donc il y avait il y avait cette difficulté-là de savoir à qui demander, où chercher. Voilà, par exemple, à Lima, la Bibliothèque nationale, il n'y a pas du tout une collection complète du principal quotidien du Loreto, qui est le plus grand département d'Amazonie au Pérou. Il n'y a pas de collection complète et c'est impossible à trouver. Donc, les gens qui m'ont beaucoup aidé en Amazonie, c'est des gens que moi j'appelle disons, j'ai un peu inventé cette expression des hommes et des femmes mémoire, c'est-à-dire qu'ils sont tellement habitués à ce qu'il n'y ait pas d'institution derrière pour conserver un patrimoine qu'ils gardent chez eux, ils sont habitués à être des archivistes à titre personnel, à même garder eux-mêmes la mémoire et savoir qu'ils ont une histoire à raconter. Donc, voilà, regrouper tout ça, faire ma propre archive, finalement, c'était la principale difficulté, l'éparpillement, mais je pense que c'est le cas pour beaucoup, beaucoup de sujets. C'est ça, c'est de rassembler et produire quelque chose qui a l'air cohérent, alors que nous-mêmes, on a finalement glané des informations un peu partout. Après, des difficultés qui ne sont pas liées à mon sujet, je pense toute difficulté de tout doctorant, du découragement. En plus, j'ai fini ma thèse en confinement, donc voilà, des difficultés liées à la conjoncture. Je me suis cassé un poignet à la fin, donc c'était... mais je pense que c'est lié à la fatigue corporelle aussi, donc je pense qu'un des conseils, c'est prendre soin de soi malgré tout et pas foncer tête baissée dans la rédaction. Et demander de l'aide, en fait, toujours communiquer. La communication, moi, ça m'a toujours aidée, alors que je suis assez secrète et je n'étais pas toujours fière de mon sujet, donc je n'osais pas en parler. Et en fait, c'est un classique ce que je raconte, je crois que ça arrive à tout le monde, mais dès qu'on parle à quelqu'un, ça débloque. Je sais qu'à un moment, j'avais écrit un plan et je ne voulais pas en sortir. Le plan, ça peut nous aider à débloquer, mais ça peut aussi nous coincer dans une structure qu'on a décidée, qui était celle qu'on allait mener jusqu'au bout, alors qu'en fait, tant qu'on n'écrit pas, on ne se rend pas compte. Et je sais que de parler à des doctorants qui ne connaissaient pas du tout mon sujet, mais simplement leur dire, voilà, mon plan ne marche pas, et qui me disent abstraitement pourquoi un plan, parfois, ça ne marche pas. En fait, ça m'a aidé à me dire, en fait, cette première partie ne devrait pas exister, je la supprime et ce n'est pas grave. Donc voilà, je pense qu'il faut parfois, même si ça fait mal, supprimer des choses qu'on avait commencé à enclencher pour que la cohérence de la thèse, qui est vraiment ce qu'on doit garder jusqu'au bout, prenne tout son sens. Alors, vous avez dit quelque chose qui a attiré mon attention. Vous avez dit « je n'étais pas toujours fière de mon sujet ». C'est honteux de travailler sur l'Amazonie? Non. Non, je voulais dire, j'avais pas assez confiance en moi. Je me disais que c'était pas intéressant, que c'était anecdotique, que je travaillais sur des gens que personne ne connaissait. Toute ma première partie, je parle d'un folkloriste amazonien qui a beaucoup fait en Amazonie, mais que personne ne connaît, à part au Pérou aussi. Au Pérou, il y a quelques personnes qui connaissaient. Et dès que quelqu'un me disait je connais cette personne, ça me remplissait de joie. Mais voilà, c'était plutôt dans ce sens-là. Bon, alors, venons-en à la soutenance. Commencez par nous dire, s'il vous plaît, qui étaient les professeurs qui composaient votre jury. Oui, alors, donc, outre mes deux directrices, il y avait Eric Fisbach de l'Université d'Angers, Emmanuel Sinardet de Paris-Nanterre, Carlos García Bedoya de l'Université de San Marcos à Lima et Carmen Salazar Soler qui est au CNRS. Donc, j'avais un jury où il y avait donc à la fois une anthropologue, Carmen Salazar,
un historien de la littérature, le péruvien de San Marcos, Carlos García Bedoya, et des hispanistes comme moi, mais d'autres airs andines, donc Eric Fisbach qui est bolivianiste et Emmanuel Sinardé qui est équatorianiste. Et donc voilà, j'ai beaucoup aimé avoir cette diversité à la fois disciplinaire et d'air géographique à mon jury. Oui, c'est vrai que c'est un beau jury. Alors, bon, la soutenance était particulière, puisque vous l'avez dit vous-même, c'était par Zoom, donc la fête était partiellement gâchée. Mais quel souvenir est-ce que vous gardez de cette journée, de ce que vous avez ressenti, et puis de la façon dont ça s'est passé? Eh bien, ça s'est très bien passé parce que je suis quelqu'un de assez stressé à l'oral. Donc, en fait, moi, Zoom, ça m'a beaucoup aidé. J'étais dans mon bureau, j'avais toutes mes marques, voilà, j'étais accompagnée de mes choses. Ça m'allait très, très bien, une soutenance par Zoom. Euh, et d'autant plus, mes parents vivent au Pérou, donc vu les circonstances, ils n'auraient pas pu venir si ça avait été maintenu en présentiel. Donc j'ai eu plus de personnes que ce que j'aurais pu espérer, même mes amis du Pérou qui ne seraient jamais venus jusqu'en France pour une soutenance de thèse, ils étaient là et ça, pour moi c'était génial que ce soit partout vraiment. Quel souvenir j'en garde? Pour la première fois, je pense, en 50 thèses, un sentiment de légitimité. Voilà, donc toutes les semaines en amont, tous mes amis me disaient mais tu vas voir, c'est vraiment le meilleur moment de la thèse et évidemment avec mon syndrome de l'impostrice, je me disais ils me disent tout ça, mais pour moi, ça ne sera pas le cas, ça sera le pire moment de ma thèse. Et en fait, ils avaient tous raison, toutes raison, et c'était un moment de partage et où je me suis dit, il y a cinq personnes oui, qui ont lu ma thèse, c'est incroyable. Oui, et puis qui l'ont lu attentivement et qui ont envie Oui, d'en parler, oui, d'en oui. parler avec vous. Bon, et alors, dans quelle mesure est-ce que vous avez l'impression que la jeune chercheuse et la jeune enseignante que vous êtes ont été façonnées par ce travail de thèse? Oui, c'est une question assez difficile en fait. Sincèrement, euh, je le sépare beaucoup de mon enseignement. Je ne pense pas que ça ait eu une influence sur mon enseignement. En tant que chercheuse, là, je viens de finir, donc ça m'a donné des pistes pour ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai plus envie de faire aussi. Voilà, dernièrement, j'ai par exemple été invitée à présenter ma thèse dans différents colloques ou séminaires au Pérou et je me rends compte que j'ai plus très envie de travailler, enfin de recycler un peu ma thèse. Mais bon, je sais qu'avec la pandémie en plus, je vais plus pouvoir aller au Pérou prochainement, donc je suis amenée à me nourrir de cette matière, hein, je le sais, mais j'ai envie voilà, de tirer certains fils qui sont dans ma thèse, mais d'en faire autre chose, de me tourner vers autre chose. Et d'ailleurs, un de mes comités suivi de thèse, mes directrices m'avaient dit finis ta thèse et après tu nous parles, parce que je partais un peu dans tous les sens et je leur disais j'ai envie de faire ça ici. Elles m'ont dit tu as beaucoup d'enthousiasme, mais ça c'est pour après. Et elles ont eu raison, il fallait finir, mais voilà. C'est vrai que pour quelqu'un qui vient de soutenir sa thèse, cette question est difficile. Du coup, je vais un petit peu l'adapter. Est-ce que vous avez l'impression que, en dehors des compétences, des connaissances que vous avez acquises, que ça a façonné la personne que vous êtes? C'est-à-dire, est-ce que vous reconnaissez la Morgana d'il y a 5 ans? Ou est-ce que vous avez l'impression que cette thèse, elle vous a changé, qu'elle vous a fait évoluer, bien sûr, mais profondément, ou c'est juste un exercice académique? Ce qui peut être parfaitement le cas, hein. Je pense pas qu'elle m'ait changé profondément. Ça m'a permis de rencontrer des gens. Ça j'adore. Enfin, ça a modifié ma vie concrètement dans le sens où j'ai rencontré des gens et que je suis allée en Amazonie. J'étais jamais allée. Donc, et ça m'a confirmé l'envie de vouloir explorer plus cet espace. Mais ça m'a, à part ce moment de la soutenance où pour la première fois, oui, en 5 ans, je me suis sentie intéressante et légitime. Là, je pense à des nouveaux sujets de recherche et j'ai à nouveau des doutes. Donc, voilà, je pense que ça Donc, ne m'a pas non plus modifié profondément. tout commence maintenant, en substance, et c'est très bien, c'est très bien. Alors bon, c'est tout frais, vous avez dit vous-même, j'ai pas envie de recycler ma thèse, etc. Mais est-ce que vous avez occupé vos soirées d'hiver de confinés à la relire? J'ai lu des chapitres concrètement, puisque j'ai recyclé. C'est horrible comme mot, je sais pas pourquoi j'ai dit ce mot, mais j'ai réutilisé
des chapitres de ma thèse pour des présentations à des tables rondes ou des colloques. Donc, j'ai relu des chapitres, mais pas en entier, non. Mais j'ai le projet de la traduire parce que, en fait, ça me tient vraiment à cœur qu'elle soit publiée au Pérou. Ah oui. Et notamment pour la raison que j'évoquais tout à l'heure, que j'ai travaillé sur des gens que personne ne connaît en dehors du Pérou. Donc, j'ai envie de donner cette matière à des lecteurs péruviens. Donc, j'ai envie de la traduire et la publier là-bas. Donc, je serais bien obligée de la relire à ce moment-là. Mais au moins, la traduction, ça me permet de la modifier aussi au fur et à mesure. Et alors, les petits bouts, les chapitres que vous avez relus, là, est-ce que déjà vous avez l'impression d'avoir pris de la distance par rapport à ce que vous écriviez, ou c'était comme si c'était hier? Non, c'est trop récent. C'est comme si c'était hier. Très bien. Alors, vous en avez déjà égrené quelques-uns, les conseils aux doctorants. Qu'est-ce que vous diriez d'autre en dehors d'avoir deux directrices qui sont des bonnes fées qui se penchent sur votre berceau et d'avoir un compagnon solide? Quoi d'autre? Euh, En fait, honnêtement, je sais que moi, pendant toute ma thèse, j'ai reçu des conseils un peu de partout, tous très différents. Et à chaque fois, je n'arrivais pas à les appliquer, ça me frustrait. Je me suis dit, mais mince. Par exemple, je me souviens très bien que ma réunion de rentrée à l'école doctorale à Toulouse, le directeur de l'école doctorale a dit, je vais vous donner un conseil que personne n'applique, mais qui est vraiment un conseil révolutionnaire. Donc, je me suis dit, voilà la clé à la réussite. Et il a dit, on commence à écrire dès la première année. Et, et je n'ai pas du tout fait ça. Enfin, je ne connais personne qui fait ça. Donc, j'ai eu ce moment de mince, je vais tout rater parce que je n'applique pas les conseils. Donc, très sincèrement, moi, mon conseil, c'est si on en arrive au doctorat, c'est qu'on a fait a priori un mémoire en master et qu'on se connaît, en fait, qu'on sait très bien ce qui nous convient. Donc, parfois, il faut se faire un tout petit peu violence. Par exemple, parler à des co-doctorants. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Donc, communiquer. Mais à part ça, il ne faut pas non plus, je pense, se remplir de conseils de personnes qui ne travaillent pas comme vous. Personne ne travaille comme soi-même. Donc, il faut se faire confiance et savoir ce qui a marché avant, l'identifier, savoir ce qu'on n'aime pas et fuir ce qu'on n'aime pas, en fait. Parce qu'on continue de vivre, en fait, pendant qu'on écrit la thèse. Donc, c'est long. Et donc, oui, bien se connaître et être sûr de ce qu'on veut et de ce qu'on ne veut pas. Bon, alors pour finir, exercice qui peut se révéler difficile pour certains, mais vous, comme c'est frais, ça ira. Est-ce que vous pouvez nous lire la première ligne, la première phrase de votre thèse? Si vous avez besoin de la deuxième et de la troisième, n'hésitez pas. Et puis de nous faire une petite glose. Alors, je vais lire deux lignes puisque ma thèse commence par une citation qui est elle-même glosée par ma première phrase. Donc, je commence. La costa y la sierra hace tiempo ya dieron su grito, su palabra. Ahora le toca su turno a la selva. En 1941, dans une revue de la ville d'Iquitos, en Amazonie péruvienne, l'écrivain et maître d'école Francisco Izquierdo Ríos écrit la phrase citée en épigraphe qui n'a rien d'anodin. Elle illustre en effet la place marginale de la forêt amazonienne au sein du territoire et de l'imaginaire national péruvien à cette époque. Donc la phrase, voilà, c'est celle qui donne le titre de ma thèse, les citations que je lis au début. Et comment je peux gloser ça, pour moi, c'était important de commencer par une parole qui n'était pas la mienne, puisque finalement, oui, c'est nous qui écrivons notre thèse, mais on est alimenté de plein d'écrits qui nous précèdent. En fait, j'avais la matière d'une thèse en histoire ou en littérature, c'est des textes d'autrui souvent. Ça peut être de la parole, mais en tout cas, c'est des mots. Donc, j'avais besoin de citer quelqu'un et j'avais besoin de citer quelqu'un d'amazonien puisque c'était pour moi essentiel de me dire qu'est-ce qu'on dit depuis l'Amazonie sur elle-même, sur le Pérou. Et donc, c'était ça l'idée, c'était de partir de la revendication et lui donner toute sa place. Et de contribuer un peu avec ma thèse, peut-être modestement, c'est autour de la forêt de s'imposer, quoi. Alors, ultime curiosité, vous avez dit tout à l'heure que vous avez des tas d'idées, que pendant vos comités de suivi de thèse, vos directrices devaient vous dire du calme, tu verras ça plus tard. Alors, quels sont les projets au menu là? Alors, j'ai un peu deux pans de recherche que j'ai envie d'explorer. Un qui vraiment découle de ma thèse, puisque lors de cette commémoration, il y a notamment une grande exposition amazonienne qui s'organise à Lima.
Et comme j'en suis venue en fait à m'intéresser à l'Amazonie par le phénomène d'exposer l'Amazonie qui se donne de plus en plus au Pérou ces dernières années, pour moi, il y avait un lien logique avec le contemporain. L'Amazonie, aujourd'hui, en tout cas dans la capitale, est surtout connue par un biais de dispositifs expositifs. Donc, ça m'intéresse d'explorer ça, de partir donc, de cette exposition amazonienne de Lima pour réfléchir à un projet qui a annoncé en les années 40, mais qui n'a jamais eu lieu, mais qui a annoncé à plusieurs reprises par différents présidents de la République, qui est le projet de construire un musée national de l'Amazonie. Donc, c'est la question de la patrimonialisation, de la muséification de l'Amazonie dans un dispositif qui, comme une commémoration, est un dispositif de réflexion sur soi. Qu'est-ce qu'un musée national? Qu'est-ce qu'on y intègre? Qu'est-ce qu'on exclut de ce musée? Donc, c'est un peu suivre ça, le processus d'intégration de collections amazoniennes dans des musées qui existent et explorer un musée qui n'existe pas, qui a un projet qui a été modifié dans son imaginaire à cause de ce boom de l'art amazonien contemporain au Pérou. Donc, explorer tout ça. Et un autre projet qui m'intéresse, c'est dans, disons, ces expositions d'art amazonien qui se font de plus en plus au Pérou, il y a une part très importante d'artistes indigènes amazoniens voilà, qui sont, dans ma thèse, je dis, c'est autour de la forêt, et c'est un métis qui parle, mais voilà, les indigènes amazoniens sont souvent ceux qu'on entend le moins, et dernièrement, on les entend beaucoup depuis les expressions artistiques qui elles-mêmes permettent de servir un discours politique. Donc, j'aimerais un peu me pencher sur cette question-là, sur quels sont les discours qui ont été construits par le visuel, mais comment le visuel, comme la notoriété artistique qu'ils ont acquis, leur permet aussi d'avoir d'autres types de discours. Beau projet, beau projet. Ben, on vous souhaite bon vent avec toutes ces histoires amazoniennes. Merci beaucoup Morgana pour cet entretien et globalement d'avoir accepté de participer au projet. Merci beaucoup. Merci.